Bonjour MC Max, Bonjour Nikita, bienvenue dans le média Aloha News. merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu fais, de ton profil assez atypique, Mhm. parce que tu as fait une carrière de rappeur en Chine, notamment. Alors, tu commences à rapper quand? Quand est-ce que tu commences à vraiment pratiquer cette discipline-là? Mes premiers sons, c'était en 2005. Ok. MySpace, Hmm. petit micro branché en USB sur l'ordi, qualité pas terrible, mais les premiers sons, c'était à ce moment-là. Tu parlais de quoi? C'était déjà des morceaux plutôt tristes. Je me souviens très bien de mon premier morceau. Ça s'appelait Perdu dans la pénombre. Hmm. Je rêve d'horizons moins sombres. Perdu, perdu, perdu dans la pénombre. Ça vient d'où ça? J'étais un enfant assez timide, assez réservé, assez seul. J'étais le petit gros du fond de la classe. J'ai maigri depuis, Hmm. mais à l'époque, c'est vrai que j'avais pas énormément de potes et tout, et c'est vrai que je me retrouvais surtout, c'est grâce à la musique que ça allait mieux, mais je pense que j'avais beaucoup de tristesse et beaucoup de peine en moi, et aussi dans l'image que j'avais de la société, et c'est vrai que ça a toujours été mon style de rap. Encore aujourd'hui, c'est ça, c'est beaucoup de morceaux très tristes, et à l'époque, c'était déjà le cas, ouais. Ça fait quoi d'être gros quand on est petit? Est-ce que comment ça impacte un peu notre la suite, quoi? Parce que j'ai l'impression que l'enfance c'est quand même un moment de la vie qui était assez central et qui est assez constructeur. Bah, déjà, t'as les rires moqueurs. Quand on est en cours de sport, qu'on doit faire des groupes, t'es toujours le dernier à être choisi parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui te choisisse. Mhm. Tu commences à apprécier des filles, à avoir des amoureuses, mais t'es juste le bon copain, personne veut de toi. Je pense que ça joue pas mal sur l'estime de soi et sur la tristesse parce que t'as vraiment l'impression que t'es pas comme les autres, quoi. Quand est-ce que tu te rends compte que t'es gros? Quand est-ce que tu le réalises pleinement, socialement parlant, je veux dire? Je pense à partir de l'époque collège. En primaire, ça va encore. Et puis j'ai pas spécialement beaucoup de souvenirs de ça, mais surtout à la période au collège parce que aussi les enfants ils sont un peu débiles et ils te le disent. Donc tu t'en rends compte aussi comme ça parce que c'est eux qui te font la remarque et qui se moquent de toi en continu. Est-ce que tu as un moment comme ça, un souvenir particulier qui t'a profondément marqué de cette période-là? Moi je sais que c'était surtout les cours de sport, la piscine, l'enfer ça. Tu vois, tu dois te Hmm. mettre à nu quoi, mais et ça moi, c'était vraiment la chose que je voulais pas faire quoi. Hmm. Ça ces moments-là c'était compliqué, ouais. Quoi, c'est les moqueries, c'est Le regard des gens. le regard Les des gens. moqueries, les regards des gens, c'est dur. Quand t'es habillé, bon, tu peux trouver des façons de cacher un petit peu, même si tu le caches pas trop. Hmm. Mais ouais, je me rappelle de ça, c'était des moments assez compliqués, ouais. T'avais des astuces, toi, pour paraître moins gros, si j'ai envie de dire? En portant des vêtements larges, on voit pas trop les formes. Ok, Dès que tu mets des trucs serrés, c'est plus compliqué, ouais. ok. Ça, j'en ai jamais parlé, mais c'est marrant. Je viens de terminer un morceau qui sera sur mon prochain album et qui parle de ça. Mais parce que je l'avais encore jamais fait. La perte de poids, elle s'est fait plus tard, elle s'est faite en Chine. Mais du coup, jusqu'à mes 10, non, jusqu'à mes 20 ans, je suis monté jusqu'à 130 kilos. Donc j'étais bien. Hmm. Euh, mais la suite, pour moi, dans le rap, en fait, j'ai commencé du coup en 2005 jusqu'en 2008, 2009. Les choses ont commencé à évo- évoluer petit à petit. J'ai fait des morceaux avec d'autres rappeurs de Nantes parce que j'étais à Nantes, etc. Des petits concerts, machin, et je voyais que ça commençait à décoller un petit peu à mon échelle. Et puis ensuite, j'ai dû faire un choix entre les études et la musique. Et c'est vrai que j'ai privilégié les études. J'ai eu mon bac, je suis parti en Hmm. école de commerce. Et là, j'ai mis un petit peu, on va dire, un peu de côté la musique pour me consacrer à ma carrière professionnelle, quoi. Ce sont les études qui te mènent en Chine, c'est ça? Ouais. Ça se passe comment? T'as quel âge? T'es dans quel état d'esprit? Est-ce que te vois continuer une carrière là-bas directement, de rappeur, je veux dire? Alors, plus du tout. Après le bac, je suis parti en école de commerce à La Rochelle. Et en fait, au lycée, j'avais commencé à apprendre le chinois. Parce que j'avais déjà français, anglais, espagnol. Mes parents me disaient, si tu apprends le chinois, bon, en termes d'opportunités professionnelles, ça pourrait t'aider. Donc, je suis parti en école de commerce et j'ai fait un parcours international où on devait partir à l'étranger pendant un an pour faire un échange. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, autant aller en Chine. J'apprends le chinois. Ouais. Ça a un petit peu de sens. Et du coup, de base, je suis parti là-bas pour les études. Mais à ce moment-là, c'est vrai que le rap était plus trop présent dans ma vie. Ça restait un hobby, mais j'en faisais plus trop à ce moment-là. Au moment où je suis parti en Chine, je me suis vraiment concentré sur les études, sur cet échange.
Et, euh, et voilà, je suis resté là-bas pendant 1 an. Et derrière, il fallait que je fasse un stage de fin d'études. Et je me suis dit, bon, j'ai testé la vie d'étudiant en Chine. Mon stage doit le faire à l'étranger. Pourquoi pas rester en Chine? Et du coup, j'ai cherché des opportunités en Chine et j'ai trouvé un stage sur place. Et du coup, j'ai choisi de rester. Et j'ai fait un stage de 6 mois où j'étais directeur marketing pour une société qui faisait des produits énergie solaire. Ok. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mon stage, le patron, qui était français, m'a dit, écoute, on te propose le poste de directeur général de l'entreprise. J'avais 20 ans. J'ai pas réfléchi très longtemps, quoi. Je me suis dit, cette opportunité-là, je l'aurais jamais en France. En France, on nous demande 10 ans, 15 ans d'expérience. C'est très compliqué. Là-bas, les opportunités étaient beaucoup plus développées. Donc, j'ai dit oui et du coup, je suis resté. Comment toi tu découvres en tant qu'occidental cette société-là? Qu'est-ce qu'elle te dit? Qu'est-ce qu'elle t'inspire? Pour moi, ça a été un gros choc. Surtout que je suis pas parti. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui partent en Chine, ils vont à Shanghai, à Pékin, où c'est assez touristique, plutôt développé. Moi, ma première année, c'était à Xi'an. Bon, c'est aussi une ville touristique, mais beaucoup moins connue, en plein milieu de la Chine. Et j'ai été choqué déjà des gaps qui existent entre les pauvres, les riches. Le gap, il est énorme. La classe moyenne, elle est très peu développée. Puis en termes d'ouverture d'esprit, je me suis rendu compte que, waouh, il y avait rien, quoi. Tu vois, on est parti à 40 étudiants. Il y avait des potes de classe qui étaient de couleur. Et j'étais choqué quand je voyais des Chinois qui venaient les voir et qui frottaient leur peau pour voir si la couleur partait. Je me suis dit, à l'époque, on était en 2010. Quand même, ils ont pas cette info-là. Ils ont jamais vu de personne de couleur. Moi, on me prenait en photo tous les jours. Bon, ça pendant 10 ans, ça m'est arrivé tous les jours. Au début, c'est marrant. À la fin, ça saoule. Mais c'était surtout ça, le choc de cette culture totalement différente, parce que j'avais pu voyager avant, mais tu vois, en Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, tu vas là-bas, t'as pas de gros chocs en termes de culture. Mais là-bas, c'était vraiment ça, ce choc culturel, le fait qu'ils soient très peu ouverts d'esprit parce qu'ils avaient pas les moyens de l'être. Et en termes économiques, les différences étaient assez énormes, quoi. Est-ce que tu ressens que voilà, arrondir les fins de mois là-bas, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué, je sais pas, mais comment ça se passe au niveau économique? Pour les Chinois, c'est assez compliqué. Le salaire moyen, on va pas considérer Shanghai ou Pékin parce que c'est vraiment des villes à part, mais sur des villes moyennes, on va dire, bon, ça reste des millions de personnes, mais sur des villes moyennes, ça doit être sur les 500-600 euros, tu vois, un salaire moyen. Ça reste pas trop mal. Il y a beaucoup d'autres pays où c'est beaucoup moins, mais tu peux pas non plus vivre comme tu le souhaites et profiter au quotidien. Il faut quand même faire un minimum attention. Après, le coût de la vie est peu cher aussi. On peut avoir ce salaire moyen et manger dehors tous les jours. Ça reste un avantage. Mais après, pour tout ce qui est loisirs, voyages, etc., c'est plus compliqué. Est-ce que toi, quand tu as rencontré la communauté chinoise ou les Chinois là-bas, est-ce que ça a aussi déconstruit de ton côté certains préjugés que tu as pu avoir, ou bien ça a pu révéler ou confirmer peut-être certains préjugés, j'en sais rien. Bah, c'est surtout moi qui les ai déconstruits pour eux. Parce que déjà, l'image du français et de la France, c'est juste le romantisme. Voilà. France, romantique. Il y en a beaucoup à qui j'ai dit, ok, le jour où tu iras à Paris, tu vas vite comprendre que c'est pas que ça. Mais et c'est aussi beaucoup de préjugés. Tu vois, souvent je prenais des taxis, etc. J'avais des longues conversations avec les chauffeurs où ils me disaient, mais ouais, mais vous de toute façon vous avez de l'argent parce que vous gagnez tant. Mais j'essayais de leur expliquer que oui, ok, on gagne beaucoup plus, mais le coût de la vie est différent aussi et qu'on n'est pas forcément plus riche qu'eux, quoi. Ils ont cette image de l'occidental qui est forcément très riche. Et ça au quotidien, j'essayais de leur démontrer que c'est pas vrai. En ce qui concerne le rap chinois, est-ce que tu t'y intéresses à un moment donné? Quand est-ce que tu t'y intéresses et qu'est-ce que tu découvres? Est-ce qu'il y a un décalage? Est-ce qu'ils sont en avance? Est-ce qu'ils racontent d'autres trucs? En fait, c'est arrivé très tard. D'accord. Il y avait quelques rappeurs, mais ça se développait pas énormément. Et c'est surtout à partir de 2000, on va dire 2015, ça commence à se développer de plus en plus. Il y a quelques groupes qui arrivent à se faire reconnaître internationalement. En fait, il y a un groupe qui s'appelle Higher Brother. Ils font un morceau qui s'appelle Made in China. Et ce morceau explose. DJ Snake le reprend, fait un remix. Et du coup, ça met un petit peu le rap chinois sur la carte. Mais je vois très vite que il y a
ça manque d'une certaine culture locale. C'est un peu une copie conforme de ce qui se fait aux États-Unis. À l'époque, c'était la trappe, c'était la même chose, quoi. Et c'était des filles, des voitures, de l'argent, enfin, tu vois, très très cliché rap américain. Et ça commence vers 2015 et 2016-2017, en fait, il y a une émission qui arrive en Chine qui s'appelle Rap of China. Et cette émission, elle va tout changer. C'est 200 millions de vues par épisode. La première saison, c'est plus d'1 milliard de vues. Et alors ça va changer du tout au tout la culture musicale en Chine. C'est un petit peu comme Nouvelle École, mais version chinoise. Incroyable. Sauf qu'ils l'ont fait plus tôt, quoi. Et ça a tout changé. Et d'un coup, le hip-hop est devenu présent partout. Il y a des rappeurs qui ont popé de partout. Et ça a vraiment changé l'univers musical chinois, quoi. Incroyable. Enfin, je suis assez surpris quand tu me dis que leur discours, c'était les femmes, les grosses voitures, etc., etc. De l'extérieur, je me dis, la Chine, c'est quand même une société qui a des traces du communisme assez prégnant de notre point de vue. Donc je me dis, c'est quand même assez antinomique, quoi. Je pense aussi, c'est le fait de pas pouvoir tout dire, quoi. Des rappeurs à texte, il y en a quelques-uns. Il y a un mec qui s'appelle Johnny J, lui, il est un peu un rappeur à l'ancienne, qui essaie de faire passer des messages, etc. Mais le problème, c'est que moi, demain, dans mes textes, je veux parler de politique, je veux parler du président, je le fais sans souci ici. Là-bas, moi, je m'y suis jamais essayé. Parce que bon, au mieux, on m'annulait mon visa, on me renvoyait en France. Au pire, je sais pas, je disparaissais. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est assez compliqué de faire du rap conscient, de vouloir faire passer des messages ou de dénoncer, parce que les risques sont beaucoup plus élevés. Est-ce qu'il y a des organes, je sais pas, politiques peut-être, qui ont un droit de regard sur les textes, sur ce que les rappeurs racontent, etc. Tout est contrôlé. Okay. Vraiment, tout est contrôlé. Et tu vois, même en termes sur ce programme télé, par exemple, t'avais pas le droit d'avoir de boucles d'oreilles, de piercing, de tatouage. Sauf que les rappeurs, en général, ils aiment bien être tatoués. C'était marrant, quoi. Sur le tournage, tout le monde avait des gros pansements sur le cou, sur les bras, machin, pour tout cacher. C'était assez abusé. Enfin, c'est vraiment très, très contrôlé, même, enfin, tous les textes le sont, quoi. Toi, t'as pas participé à cette émission, t'as pas voulu y participer, c'est vrai? Si, moi, c'est ça, en fait, qui m'a fait décoller. Okay. C'était pas la première saison. Je crois que c'était la 3e saison. D'accord. Et c'est eux qui sont venus me chercher pour avoir un international sur le programme. J'avais commencé, du coup, ça avait commencé à buzzer pour moi déjà depuis quelque temps dans la musique. Et c'est eux qui sont venus me chercher. Alors, juste avant ça, alors du coup, quand est-ce que toi, tu fais le switch en me disant, bon, je vais faire du rap chinois, quoi. En chinois, plutôt. Bah, du coup, donc j'ai ce stage, je suis directeur marketing. Ensuite, j'ai ce poste de directeur général. Je bosse pendant 3 ans et demi. J'ai un bon salaire, un bon poste. Je manage des gens et tout, c'est cool. Mais tous les matins, je me lève et j'ai pas envie d'y aller, quoi. Vraiment, ça me fait chier. Je me dis, mais ça me saoule. Et un jour, en 2015, je pars bosser. J'avais 1 kilomètre à pied à faire pour aller bosser. Et au milieu du chemin, je m'arrête à un feu rouge. Et là, il y a un Chinois, je le vois, lui, il s'arrête pas, il traverse. Et là, il y a un bus qui passe. Et paf, le bus. Je vois le mec mourir vraiment juste devant moi. Et ça a été un déclic. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais en 3 secondes, j'ai tout compris. Et je me suis dit, mais en fait, ça aurait pu être moi. Surtout que j'ai tendance à traverser au feu rouge. C'est pas bien, je sais, mais... Et je suis arrivé au boulot, j'ai démissionné. En fait, je me suis dit, mais j'ai qu'une seule vie. J'ai envie de la vivre à fond et j'ai envie de mourir en me disant, mais j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait ce que j'aime. Du coup, ce jour-là, j'ai démissionné. J'avais bien gagné ma vie pendant quelques années, donc j'avais aussi de quoi voir venir. Et je me suis dit, ok, vas-y, je me consacre à ma passion. J'ai ouvert une boîte de nuit, hip-hop, techno, house. Enfin, j'ai racheté des parts dans une boîte existante et j'ai ouvert une école de DJ et une agence de booking pour faire venir des artistes internationaux en Asie. Et puis je me suis dit, ça va me permettre aussi d'essayer de me remettre à la musique moi en tant qu'artiste. Et j'ai eu ma boîte de nuit pendant 3 ans et j'ai commencé à faire quelques sons, etc. Et en 2016-2017, c'était l'arrivée de TikTok en Chine. Et du coup là, j'ai commencé à me dire, vas-y, je vais essayer de faire des morceaux en chinois. Et j'ai posté mes premiers morceaux en chinois sur TikTok, enfin sur la version chinoise de TikTok, parce que c'est pas la même application malheureusement. C'est vrai? Ouais.
Elle s'appelle pareil, mais le contenu est différent. Ok, dis-moi. Sur le TikTok chinois, on peut pas voir le contenu de quelqu'un en France ou aux États-Unis. Tu vois que des trucs Ouais. qui viennent de Chine. Parce qu'en soi, c'est pas la même application. TikTok, c'est chinois. Ouais. Et derrière, ils se sont dit, on va essayer d'aller sur les marchés étrangers. Et ils ont racheté Musical.ly. Donc, Ok. en fait, l'application qu'on télécharge en France, par exemple, c'est juste Musical.ly, mais qui est devenue TikTok. Mais du coup, c'est pas la même appli qu'en Chine. Tu balances tes morceaux sur TikTok? Ouais. Je balance mes morceaux sur TikTok, ça prend direct. Du coup, je gagne une grosse communauté. Des gens commencent à me connaître, etc. Je commence à faire des partenariats, genre des restos, etc. qui m'invitent pour venir faire des freestyles, machin. Je commence à gagner en notoriété. On m'invite pour des petits concerts, etc. Et du coup, le programme télé me remarque et me propose de participer. Et donc, je fais ça. Et en fait, c'est ça qui m'a vraiment fait décoller. Parce qu'il y a un blanc dans l'émission. Et du coup, bah, forcément, on me remarque plus que les autres. Et c'est ça qui m'a fait gagner en notoriété là-bas. Parce que, comme je t'ai dit, c'est 200 millions de vues par épisode. Forcément, ça va vite. 不感谢你，我从来没有像大会那么开心。不管我们从哪里过来，我们都是喜欢 freestyle。我的中文可能没这么好，但是我希望你会明白。哦，感谢你听我说啊。我每一句都听得懂。哦，那这样。哈哈哈哈！你学中文多久了？ Est-ce que tu vois le truc venir? Le fait que, en te disant, voilà, peut-être que l'amour du public est notamment construit par le fait que je sois blanc. Au début, je m'en rends pas compte. C'est vraiment venu sur ma dernière année en Chine. Donc ça faisait quand même pas mal de temps que je tournais, etc. Mais je m'en rendais compte, ouais, de plus en plus, surtout sur la dernière année. Au début, je pense que j'avais envie de croire que c'était pour la musique, etc. Et puis peut-être que j'y pensais pas trop non plus parce que je me disais bon, ok, je touche à mon rêve, je vis de ma musique et tout, je suis connu. Et je réfléchissais pas trop aux raisons pour lesquelles les gens m'appréciaient. C'est vraiment sur la dernière année où j'ai commencé vraiment à me dire mais il y a un truc qui cloche, quoi. Et est-ce qu'ils ont les mêmes préoccupations? Les auditeurs chinois, ils ont les mêmes, ils ont envie d'écouter certains sujets plus que d'autres. Parce qu'ici, par exemple, je sais pas, après moi j'y vois un certain déterminisme, mais je vois par exemple du rap de quartier qui va peut-être axer sur certaines thématiques qui sont peut-être explicables socialement, que ce soit la précarité, etc. Donc on a une espèce d'idylle et de rêve d'opulence, etc. ou autre, ou le rapport à un policier, etc. Est-ce qu'il y a il y a des sujets qui reviennent au-delà de l'aspect on va se faire de l'oseille et tout ça, qui reviennent particulièrement et qui sont peut-être un peu en décalage par rapport au rap d'ici? Ce sujet-là, surtout, l'argent, etc. Mais sinon, c'est vrai que c'est beaucoup de textes qui parlent de la fierté d'être chinois ou de la fierté d'une certaine ville. C'est des Algériens, quoi. C'est pareil, tu vois. Mais sinon, non, ça reste vraiment copié sur ce qui se passe aux États-Unis. C'est beaucoup d'ego trip, quoi. Petite parenthèse, est-ce qu'il y a de la discrimination envers les blancs? Là, tu parles quand même du côté assez positif du fait d'être blanc. Est-ce qu'il y a des côtés négatifs aussi? Il y en a aussi, parce que justement parce qu'il y a certains Européens qui profitent du fait d'être vus comme supérieurs ou quoi. Notamment dans des grandes villes, à Shanghai, à Pékin, il y a beaucoup de gens qui détestent les Européens parce que t'as des petits Français qui partent 6 mois en stage à Shanghai, ils voient que ils vont dans n'importe quelle boîte de nuit, ils ont une table gratuite avec l'alcool gratuit, Incroyable. ils ont plein de filles qui viennent sur eux et ils ont l'impression d'être les rois du monde et du coup ils traitent très très mal les Chinois. J'ai vu des trucs mais vraiment des trucs insupportables de la part de ce genre de stagiaires qui en plus, ok, ils sont en stage donc ils ont des postes directeurs de je sais pas quoi. Mais frérot, t'es en stage, tu vois. Et du coup, il y a beaucoup de Chinois qui ont une mauvaise image des Européens, justement à cause de cette petite partie de gens qui sont là que pour un certain temps. Mais après, tu vois, moi, typiquement, le fait de parler leur langue, déjà, je rentre dans un taxi, je parle la langue du mec, il comprend très bien que je suis là depuis un moment et les clichés s'en vont, quoi. Et que t'as fait un pas vers eux, Ouais. enfin, vers leur culture et tout. Mais il y en a beaucoup, ils restent entre eux, etc. Ils sont juste là pour profiter et ils dénigrent tous les Chinois. Donc forcément, ouais, il y a aussi une image comme ça. À Pékin, c'est surtout ça. Pékin, c'est une ville qui est particulière parce que c'est la capitale et ils sont très très chauvins de leur ville, quoi. Déjà qu'ils aiment pas les Chinois des autres villes, alors les étrangers, c'est pas top. Ta carrière, elle se passe comment par la suite? Parce que tu es en face de moi, donc du coup, j'imagine qu'il y a une suite et que t'as fini par retourner ici. Ouais. Bah, il y a pas mal de facteurs, mais
En gros, ça faisait 11 ans que j'étais en Chine. Et sur la dernière année, vraiment, je commençais à me poser des questions sur ma légitimité. Enfin, t'arrives dans un aéroport, il y a des gens avec des pancartes avec ton nom et tu te dis, mais est-ce que ces gens, ils me connaissent vraiment? Des gens qui, quand tu les vois, tu discutes avec eux, ils sont là. Ah, ouais, c'est le blanc qui rappe en chinois. Et si tu leur dis, mais il y a quoi dans mes textes? Ah, je sais pas, mais c'est du chinois, bravo. Donc tu te dis, ok, moi, je fais du rap à texte, je veux que les gens ils m'aiment pour mes textes, sauf que c'est pas le cas. J'ai ce manque de légitimité. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Et donc du coup, j'ai commencé à me dire, bon, il est peut-être temps de quitter le pays. 2020, le Covid arrive. Et là, ça a été encore un nouveau déclic. J'ai fait 3 mois de confinement. Et c'était plus que C'était compliqué, chaud. tu vois. Autant le Covid en France, ça avait l'air chiant, mais vivable. Là-bas, c'était un enfer. À l'époque, moi, j'étais au moment du Covid, je suis dans une ville qui s'appelle Changzhou. C'est à une demi-heure de Shanghai. Je bosse dans un club où le club me fournit l'appart, mais je suis pas seul. Je suis en coloc avec d'autres expats qui sont danseurs dans ce club-là. On est 6 dans l'appart. Et en gros, pendant 3 mois, c'est une personne par appart qui a le droit de sortir 1 heure par jour. On est 6. Ça veut dire que sur une semaine, tu sors 1 heure. Et c'est tout. Et quand tu sors, le moindre endroit où tu vas, contrôle de température, contrôle de passeport, on note ton numéro, machin. Si tu dois te déplacer dans une autre ville, t'arrives à la gare, on prend ton téléphone, ils rentrent un code dans le téléphone, ils peuvent voir via le bornage téléphonique si t'as été dans des villes sensibles ou pas sur les 15 derniers jours. C'est des trucs, c'est inimaginable en France. En France, s'il y a un meurtre, ok, on va demander à la police un bornage téléphonique. En Chine, c'est normal, c'est la base, tu vois. Et du coup, trop compliqué de pas pouvoir sortir et tout. En plus, bah, toute l'industrie de la nuit, etc., tout est à l'arrêt. Donc, j'ai pas de boulot et je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Je suis tout seul. Il y a ma famille qui est à 10 000 kilomètres. J'avais prévu de partir. Je me dis, bon, bah, c'est maintenant, quoi. Tu rentres ici en France. Comment, après 10 ans, tu rentres en France et que tu vois cette société? Finalement, en Chine, tu deviens une minorité. Et là, tu re-rentres et tu redeviens la majorité quelque part dans cette société. Comment tu vois ce truc-là? Comment tu vois même les interactions? Parce que j'imagine que tu as attrapé des habitudes là-bas qui sont assez différentes des us et coutumes d'ici, j'imagine. Déjà, ça a été très dur de retrouver mes marques. Je pensais en chinois. Quand on me parlait, je traduisais en chinois avant de répondre, alors que c'est ma langue natale. Mais je me suis surtout rendu compte que bah, la société, c'était pas du tout amélioré, quoi, que les choses, elles allaient en s'empirant. Et un truc qui est bien et qui est mauvais en Chine, c'est que les gens s'intéressent pas du tout à la politique, au gouvernement, etc. Et du coup, ça crée moins de tensions. Alors qu'en France, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et quand tu l'as pas vécu pendant 10 ans, c'est assez dur de te le reprendre en pleine face, en fait. Enfin, toutes les manifestations, tous les mouvements sociaux qui sont hyper bien, je trouve. Enfin, on a la chance d'avoir cette liberté d'expression, mais le fait d'être loin de tout ça, ça a été un gros choc de me dire, ah, mais c'est vrai qu'en fait, on a le droit de l'ouvrir, de se plaindre et de dire des choses. Ça se passe comment? Est-ce qu'au niveau du rap, tu dis, bon, là, je continue. Quand je rentre en Europe, je me dis, ça redevient un hobby. D'accord. Parce que je suis personne en France, donc je vais pas arriver en mode, ok, c'est moi, coucou, j'ai fait carrière ailleurs. Donc je me dis, ça va redevenir un hobby, on verra ce que ça donne. J'ai besoin de reprendre une vie un peu plus stable, j'arrive sur mes 30 ans. Du coup, je reprends un boulot et en Pologne. Et juste, j'ai envie de faire un morceau. Parce que j'arrive en Pologne où le Covid, il est pas encore... Enfin, en Europe, on en parle encore un petit peu. Enfin, déjà un petit peu. Mais ça s'est pas encore développé. Il y a que quelques cas en Italie, etc. Et je me dis, j'ai juste envie de faire un morceau pour expliquer aux gens ce que je viens de vivre en Chine et les prévenir un petit peu de ce qui risque de se passer un peu partout dans le monde. Mais je fais ça sans envie que ce soit que le morceau il pète et tout, etc. C'est plus pour moi, encore une fois, une sorte d'exutoire, et pour mes proches et tout. Et je fais ce morceau en noir et blanc, enregistré à l'arrache et tout mon matos, il était encore en Chine, enfin dans l'avion. Et j'ai rien compris. Je poste ça sur Facebook et le morceau il pète. Du coup, je me retrouve sur France 2, dans Ouest France, BFM et tout. Et encore une fois, déclic.
Je me dis bon, je rentre en Europe, je me dis j'arrête le rap, je sors un morceau, le truc il fait des millions de vues, peut-être que c'est un signe, tu vois, en mode il faut pas que j'arrête. Et du coup, dès ce moment-là, je me suis dit bon bah ok, on va faire d'autres morceaux, on va voir si ça marche, et peut-être que je suis fait que pour ça en fait. Et du coup après ça s'enchaîne. De base, je m'étais vraiment dit, j'ai envie de me détacher de cette image du blanc qui rappe en chinois, tu vois, c'est pour ça que je quitte le pays. Donc je me suis dit, on va faire que du français. Mais au final, le chinois a fini par me rattraper quand même. À quel moment tu te dis, voilà, c'est, même si j'ai envie de m'en détacher, rajouter le chinois, ça va être pertinent dans ce que j'ai envie de prôner. Je suis invité sur Planète Rap. Je me dis, ok, c'est une occasion en or. Peut-être que ça n'arrivera qu'une fois dans ma vie. Je fais du rap à texte. Planète Rap aujourd'hui, c'est plus trop connu pour ça. Je me dis, si j'y vais, et je fais juste un texte engagé ou quoi, ça va marcher un petit peu peut-être. Ça va parler aux puristes, aux nostalgiques. Mais j'ai cette chance de rapper en chinois. Il y a personne d'autre qui le fait. Je me dis, c'est l'occasion parce que ça pourrait plus faire parler de moi et permettre à plus de gens de me découvrir. En vrai, c'était juste une espèce de stratégie dans ma tête en mode, si je fais ça, peut-être plus de gens vont me connaître et derrière, ils vont creuser pour aller voir ce que je fais d'autre. Donc, l'idée, c'était ça. Est-ce que c'est un bon choix pour toi? Il y a du bon comme du mauvais, mais je pense que c'est un bon choix. Même si aujourd'hui, du coup, on me colle toujours, même en France, l'étiquette du rappeur qui rappe en chinois. Mais, j'ai réussi à passer au-dessus de ça. Et je me dis, ok, les gens, ils me découvrent grâce à ça. Mais rien ne les empêche d'aller creuser derrière et voir ce que je fais d'autre. Donc c'est un petit peu une porte d'entrée qui me donne une certaine visibilité. Et derrière, j'essaie de fidéliser les gens avec mes morceaux en français. C'est ça que j'allais te dire justement. On te voit comme le blanc qui rappe en chinois en Chine. Tu reviens ici, on te voit comme le blanc qui rappe en chinois, qui vient de Chine, etc., etc. Quand moi je t'interviewe, quand d'autres gens vont t'interviewer, c'est notamment pour cette particularité-là et qui risque de cristalliser le personnage. Et pour ça qu'on en parle aujourd'hui d'ailleurs, pour essayer de voir ta vision et peut-être déconstruire et de voir où tu vas. Tu vois, ça fait partie de moi. Pendant des années, j'ai utilisé le rap en chinois, donc je peux pas le renier non plus. Bien sûr. Mais moi, ce que je veux, en fait, c'est faire passer des messages aux gens. Donc forcément, je le fais en français parce que le nombre de Français qui parlent chinois, il y en a peu. Mais je pense que les gens, ils sont assez smart pour aller creuser derrière. S'ils sont surpris, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait d'autre. Je vais aller écouter, etc. Et derrière, ça suit. Aujourd'hui, quand je sors des projets, j'ai sorti 2 EP là en 2 ans. J'ai fait des campagnes de crowdfunding pour financer ces projets. À chaque fois, j'ai fait 200% de l'objectif. Les gens qui ont financé, ils s'en tapent du côté chinois. Je sais que c'est des gens qui m'apprécient pour les textes. Aujourd'hui, je reçois des messages, tu vois, des gens qui me disent ouais, je voulais me suicider, j'ai découvert ta musique, grâce à toi, ça va mieux. C'est grâce à mes textes en français. Et comment l'industrie, toi, elle te voit? Est-ce que t'as eu des contacts ou même les rappeurs? Est-ce qu'ils te voient, ils te mettent dans cette case ou est-ce qu'ils vont au-delà? Il y en a beaucoup. Quand je les rencontre pour la première fois, ils sont ah mais oui, c'est vrai, c'est toi le mec qui rappe en chinois. Tu as des grands corps malades, des Big Flo Oli. C'est clairement la première fois qu'on s'est croisés, c'était c'est toi le mec qui rappe en chinois. Après il y a des gens qui m'apprécient, d'autres qui m'apprécient pour les textes, mais qui m'ont découvert grâce à ces passages radio là. Est-ce que t'as essayé, je sais pas, t'as quand même un profil assez atypique qui pourrait plaire notamment, je sais pas moi, à des émissions de télé qui font la promotion du rap, comme en Chine d'ailleurs. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as fait des concours? Je sais pas, je pense à Nouvelle École et d'autres. J'ai postulé pour Nouvelle École sur la première édition. J'avais fait 3 étapes de casting. Je crois à l'époque c'était par Skype et tout parce que c'était pendant le Covid. Et puis derrière ils ont pas donné suite. Mais oui, je pense que c'est des émissions, c'est des boosters de talent comme d'autres. C'est beaucoup de visibilité, ça permet de toucher un public assez large. Donc ouais, moi je suis ouvert à ce genre de choses. Malheureusement, je sais que il y a du business aussi derrière et qu'on va plus chercher des rappeurs qui vont sortir des bangers plus que du rap à texte. Peut-être des rappeurs plus jeunes aussi ou des rappeurs où on voit que il y a un potentiel de développement, etc. Alors que moi je suis déjà âgé, etc. Donc ça pas forcément l'air de les intéresser plus que ça. Mais j'aimerais bien. Est-ce que le public chinois il continue à t'envoyer des messages, de dire tu nous manques, balance? Parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y a les plateformes de stream. Tu peux être ici et avoir une double carrière. Sauf qu'elles sont pas là-bas, ces plateformes. C'est le gros problème, tu vois.
En Chine, t'as ni Instagram, ni Facebook, ni Google, ni YouTube, ni Spotify. Il y a rien. Il y a Skyblog ou pas? Il y a Skyblog ou pas? Skyblog. Ouais, pas. Mais non, t'es obligé d'utiliser un VPN pour avoir accès à tout ça. Après, j'y pense de plus en plus à refaire des morceaux en chinois, faire en sorte que ce soit publié sur le marché chinois. Parce que j'ai eu pas mal de discussions avec des potes et tout, et je me suis dit, mais est-ce qu'il faut vraiment que je fasse un choix? Est-ce que je peux pas avoir les deux, tu vois? Des morceaux en chinois pour le public chinois. Après, c'est vrai que je me suis surtout concentré sur la France, parce que c'est toute une carrière à redévelopper, repartir de zéro. Mais je pense que là, je suis dans une phase où j'ai envie de refaire des sons en chinois, les reposter là-bas, et ça peut me permettre de pouvoir repartir, faire des petites tournées et tout. De fou. Je pense que si j'y retourne demain, je sais déjà, j'ai pas la notoriété que j'avais avant. Parce que la Chine, tout va très vite. Et il y a plein de nouveaux, etc. Et je sais que vu que c'était pas, on m'aimait juste parce que j'étais le blanc qui rappe en chinois, les gens, ils m'ont très vite oublié aussi. Donc, ça aura pas le même impact, mais j'ai envie de retenter, ouais. Sans transition, mais tu me fais penser à un truc, mais est-ce que on entend la situation des Ouïghours en Chine? On n'en parle pas. En Chine, on n'en parle pas. Même avec des Chinois en France, on n'en parle pas. C'est des sujets qu'ils veulent pas aborder, quoi. C'est fou. Moi, j'essaie d'en parler parfois dans quelques morceaux. Maintenant que je suis rentré en France, j'ai moins de risques. Mais moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup. J'essaie tu vois, même au quotidien, j'essaie de faire gaffe dans les marques de vêtements et tout que j'achète, parce qu'il y a des listes de grandes marques qui n'ont pas voulu montrer ou donner les infos sur où étaient produits leurs vêtements, etc. Ouais. Donc j'essaie de faire gaffe à ça et j'essaie d'en parler dans mes chansons parce que on n'en parle pas assez. On met des carrés bleus sur Instagram, c'est cool, mais on oublie très vite. Et quand tu dis les gens n'en parlent pas, est-ce que ils n'en parlent pas, mais ils le savent? C'est-à-dire qu'il y a comme une information qui filtre, ou est-ce qu'ils n'en parlent pas et ils ne le savent même pas, tu vois? Ils sont au courant quand même. Ok. Même si le gouvernement essaie de cacher tout ça, c'est comme pendant le Covid. Hein. On a dit qu'il y avait eu que 200 morts en Chine, mais les gens ils voyaient bien les camions remplis de cadavres qui passaient dans la rue, tu vois. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, bah écoute, déjà juste merci pour l'invitation, et puis je veux juste inviter tous les gens qui me connaissent pas à aller découvrir ce que je fais, les morceaux en chinois, mais surtout les autres, et puis j'espère que ma musique parlera à un maximum de monde et que les gens pourront se reconnaître au travers de mes messages.